Bonjour Thomas, Bonjour. bienvenue pour tous les nouveaux qui rejoindraient la chaîne. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la chaîne du Parti des Européens. On va commencer tout de suite avec la première question. Mensonge souverainiste, l'immigration extra-européenne est-elle due à l'Union européenne? Les traités communautaires empêchent-ils de s'y opposer? En quoi une solution nationale est-elle un leurre? Alors, très concrètement, les souverainistes, depuis des années, nous expliquent que l'immigration est essentiellement due à l'Union européenne, et on verra que c'est faux, et qu'il faut sortir des traités, sortir donc de cette Union européenne pour pouvoir agir contre. Et en réalité, tout cela est mensonger. Concrètement, si on prend déjà l'exemple du Brexit, depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, les flux migratoires venant de son ancien empire colonial ont été multipliés par 4. Rien qu'en 2023, il y a eu plus de 800 000 entrées dans le pays venant de gens des anciennes colonies. Or, le Royaume-Uni n'est pas dans l'Union européenne. Donc, l'explication magique nous indiquant que tout est dû à l'Union européenne est fausse. Ensuite, si c'était l'Union européenne qui était responsable, pourquoi est-ce que les gens qui viennent en France et dans d'autres pays viennent essentiellement des anciens empires coloniaux? Pourquoi? Et notamment, il y a beaucoup d'Algériens qui vont en France. Pourquoi spécifiquement cela? C'est bien les liens post-coloniaux qui ont été conservés entre les anciennes colonies et les anciennes métropoles qui expliquent ce flux. Donc déjà, de manière purement logique, on se rend bien compte que ça existait avant l'Union européenne, en France depuis 1946, au Royaume-Uni depuis 1948, en Allemagne depuis 1960, et ça n'a fait qu'augmenter tout simplement. Donc il y a effectivement le cas des demandeurs d'asile, qui est un cas spécifique, et ça concerne effectivement l'Union européenne à cause de Schengen, mais c'est la seule exception dans l'équation. Donc, comment comprendre le phénomène? Eh bien, tout simplement, imaginons que la France quitte l'Union européenne. Sans parler des conséquences économiques avec la fin de l'euro, restons simplement sur le plan de vue juridique. La France quitte l'Union européenne. La France quitte le Conseil de l'Europe, donc renonce à la Convention européenne des droits de l'homme. Elle se retire de la CEDH. Bien. On pourrait dire dans ce cas-là, si on écoute les souverainistes, l'État français souverain va pouvoir lutter contre l'immigration effectivement. Or, le problème, c'est que ces principes universalistes des droits de l'homme, ils ne sont pas présents seulement dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ne sont pas seulement associés à l'existence de l'Union européenne. Ils existent dans la Constitution française dès le départ. Il y a ce qu'on appelle en droit le bloc de constitutionnalité. Ce sont les textes de référence que notre Constitution de 1958 évoque et auquel elle fait référence. Donc vous avez par exemple le préambule de la Constitution de 1946, qui a été écrit par René Cassin, l'un des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans ce texte de circonstance, car il est écrit juste après la Seconde Guerre mondiale, il est indiqué que la France doit moralement accueillir tous les gens du monde entier qui résistent, qui sont en souffrance dans leur pays face à l'oppression, et qu'il ne peut y avoir aucune discrimination, de quelque manière que ce soit, qui puisse exister, y compris la discrimination classique de la démocratie, celle entre les citoyens et les non-citoyens. Et bien cette distinction-là est abolie par ce préambule universaliste. Or, il fait partie du bloc de constitutionnalité, il a été conservé dans la déclaration, dans la Constitution de 58, ça veut dire qu'il s'applique. Donc ça ne sert à rien de quitter la Convention européenne des droits de l'homme ou quitter l'Union européenne, puisque c'est dans la Constitution française elle-même que les mêmes principes, par les mêmes auteurs, sont présents. Et c'est vrai aussi de la loi fondamentale allemande, qui a été écrite en 1949, sous la dictée du pouvoir américain, puisqu'évidemment l'Allemagne faisait partie des vaincus. Donc, en réalité, c'est tout l'héritage juridique post-45 qui empêche d'agir concrètement contre ces flux migratoires qui viennent en dehors de l'Europe. Et en plus, il y a une volonté des gouvernements de ne pas s'y opposer. Prendre des exemples très concrets qui pourraient, même dans le cadre français, être un petit peu efficaces. Par exemple, les titres de séjour. C'est une compétence exclusive des États. La France est parfaitement souveraine dans ce domaine. Elle pourrait très bien décider que, dans le cas des pays émetteurs de flux migratoires clandestins, il n'y aura plus de titres de séjour décernés. En termes clairs, on pourrait dire que la France ne donnera plus de titres de séjour aux gens des pays africains. Ce qui veut dire qu'ils ne pourraient plus venir pour faire des études, ils ne pourraient plus venir pour le regroupement familial, ils ne pourraient plus venir même en touriste. En fait, ils n'auraient pas les titres de séjour. Or, la plupart des entrées se font légalement et ils débarquent non pas à Lampedusa ou à Malte ou ailleurs, mais à Roissy et à Orly, tout simplement.
Et ils ne deviennent clandestins qu'une fois le titre de séjour expiré, c'est-à-dire qu'ils ont un titre de séjour légal et ils ne repartent pas. C'est ça la première filière d'immigration clandestine, bien avant les bateaux qui traversent la Méditerranée. Donc on pourrait dire ça. On pourrait décider de constitutionnaliser l'interdiction des régularisations. Dire que quelqu'un qui entre illégalement sur notre territoire ne peut pas être régularisé. Et on n'est pas obligé de leur donner la nationalité française non plus, ce que l'on fait par des critères très laxistes. Donc évidemment, ça ne pourrait pas agir, ce que je dis là, sur les flux qui sont déjà là, mais ça peut au moins arrêter les flux à venir. Et là, il n'y a pas besoin de quitter l'Union européenne, ni même de dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Il suffit de ne pas donner de titre de séjour. Point. Maintenant, comme je l'ai dit, ça ne résoudrait pas le problème qui est beaucoup trop avancé pour que se limiter à ne plus l'aggraver soit suffisant. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir en arrière de ce qui a été fait? La réponse est non. Il y a des principes du droit, comme la continuité juridique d'un État, c'est-à-dire qu'un État est obligé d'assurer cette continuité, c'est-à-dire de respecter les règles du jeu qu'il a lui-même établies. Continuité juridique, ça veut dire qu'on ne peut pas rompre, et on ne peut pas appliquer de loi rétroactive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à des gens, bon, dorénavant la règle a changé, et on va vous l'appliquer de manière passée. Donc, par exemple, la nationalité française, une fois qu'elle est donnée à quelqu'un, c'est très compliqué de la retirer. Et donc, la solution, ça serait de ne pas leur donner. Mais une fois que c'est fait, on ne va pas agir en arrière. Donc, c'est là le mensonge des souverainistes. 1. Les flux migratoires venant d'en dehors de l'Europe sont essentiellement dus à la volonté des États et aux règles constitutionnelles des États. Le cas, effectivement, qui concerne l'Union européenne, c'est le droit d'asile. Le droit d'asile, depuis maintenant 30 ans, a été complètement détourné de son sens pour être une filière d'immigration. En termes clairs, les gens rentrent illégalement sur le sol européen et demandent le droit d'asile en prétextant n'importe quoi pour l'obtenir. Bien. Parfois, ils l'obtiennent, et même quand ils ne l'obtiennent pas, ils ne repartent pas. Ce qui se passe simplement, c'est que l'immigration clandestine, par le système des bateaux, par les migrants qui attaquent les frontières, entre guillemets, ne concerne qu'une petite partie des pays d'Europe. Ça concerne l'Espagne, ça concerne Malte, ça concerne l'Italie, ça concerne la Grèce, et à la marge, les Pays-Bas, la Pologne ou la Bulgarie, lorsque ce sont des migrants qui passent par la Biélorussie ou par la Russie. Donc ces flux-là, évidemment, ils arrivent dans les pays frontières. Et ces pays frontières, normalement par Schengen, doivent traiter les dossiers de droit d'asile chez eux. Ce qui fait qu'il y a une embolie, et les Grecs, les Italiens ou les Espagnols disent « Vous êtes bien gentils, c'est nous qui les avons tous, on veut partager le fardeau en commun. » Donc ils disent à la Commission européenne et aux autres pays d'Europe « Écoutez, merci de nous aider. » Et c'est seulement ces flux-là que l'Union européenne se propose de répartir en Europe pour soulager les pays en première ligne et que ce ne soit pas eux qui aient tout le flux migratoire chez eux. Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est 5% du flux entrant. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Union européenne gère les flux illégaux aux frontières. Mais c'est 5% du problème. Tout simplement. Donc, par exemple, on voit bien que le Royaume-Uni n'a pas de frontière directe avec les pays émetteurs, et n'est même plus dans l'Union européenne. Le Royaume-Uni n'a jamais été dans Schengen. Bien sûr, vous voyez ces bateaux qui essaient de passer la Manche, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Pensez bien qu'il n'y a pas 800 000 personnes qui sont rentrées au Royaume-Uni en traversant la Manche. Non, c'est quelques milliers maximum de personnes par an. Donc pendant qu'on râle sur 20 000 entrées, on ne râle pas sur les 800 000 en même temps. Vous voyez l'hypocrisie. Donc quitter l'Union européenne ne servirait à rien, puisque c'est la Constitution française qui est fautive, et qu'il y a quand même des moyens d'action au niveau français que l'Union européenne n'entrave en rien. C'est là le mensonge des souverainistes. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution nationale alors que je viens d'en proposer une? Ce que je propose est un minimum. Et ensuite, il y a un rapport de force qu'il faut établir. Parce qu'imaginons qu'on applique ce que j'ai dit. La France décide, souverainement, de ne plus donner de titre de séjour aux pays africains. Qu'est-ce qui empêche les Espagnols, les Italiens et les Allemands de faire autrement? De donner des titres de séjour à ces gens qui viendront chez nous quand même à l'arrivée. Donc on voit bien que si on veut fermer les portes, il faut les fermer à l'échelle de l'Europe. Il faut que ce soit l'Europe entière qui ne délivre plus de titres de séjour à ces gens. Vous savez, l'Europe, c'est pas compliqué. On peut remettre des frontières, ça ne change rien. Regardez la Pologne. La Pologne a des lois les plus restrictives en matière d'avortement. Aujourd'hui, en Pologne, c'est quasiment impossible pour une femme de se faire avorter. Pourtant, 250 000 avortements de femmes polonaises ont lieu chaque année. Comment se fait-il, messieurs les souverainistes? Puisque la loi polonaise l'interdit. Sauf que la loi polonaise n'a pas interdit aux femmes polonaises d'aller se faire avorter en Hongrie, en Tchéquie ou en Allemagne, tout simplement. Donc on voit bien le problème des frontières. C'est bien gentil de nous dire que l'État protège. Ensuite, est-ce qu'on veut que la France ferme ses frontières avec les Allemands? Est-ce qu'on est dérangé par le fait que les Espagnols, les Italiens ou les Allemands puissent rentrer en France sans visa?
C'est quand même une chance. Et pour nous, Français, d'aller en Espagne, en Italie, en Grèce ou ailleurs sans visa. On va remettre des visas pour les Allemands, les Polonais et les autres Européens parce qu'on n'est pas foutu d'empêcher les flux migratoires extra-européens. Quel rapport? Est-ce que le problème, c'est l'invasion des Italiens, des Espagnols et des Polonais? Est-ce que c'est surtout eux qui sont responsables d'une hausse significative de la criminalité? Ça ne me paraît pas évident. Donc, le problème n'est pas l'absence de frontières à l'intérieur de l'Europe. Le problème, c'est l'absence de frontières autour de l'Europe. Ensuite, on n'a qu'à inventer une directive retour, puisqu'on voit bien que l'opinion publique de presque tous les pays d'Europe est contre l'immigration. Qu'est-ce qui empêche donc les 27 gouvernements des 27 États de se mettre d'accord autour d'une table pour décider qu'il y a une directive retour et que dorénavant, tout migrant rentrant illégalement sur le sol de l'Union européenne sera renvoyé d'où il vient sous une semaine? Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Même Orban n'a rien proposé. Vous savez qu'Orban, il dit qu'il est contre l'immigration en question, mais son ministre de l'Intérieur, lorsqu'il est à Bruxelles, valide la sanction des 20 000 euros par migrant refusé. Donc Orban dit à l'opinion publique hongroise on est contre, et à Bruxelles il dit on est pour. Je rappelle que Viktor Orban est de ceux qui ont fait élire et choisi Ursula von der Leyen à la Commission. Leyen a été choisie d'abord par les 27 États, tous ont donné leur aval, leur accord. Certes, c'est Merkel qui a proposé, mais tous ont dit oui, y compris Duda en Pologne, y compris Orban, etc. Et quand il a fallu faire voter les parlementaires pour savoir s'ils validaient le choix de von der Leyen, qu'est-ce qui s'est passé? Les députés polonais et hongrois ont voté pour elle. Et on apprend récemment que Fratelli d'Italia, que Giorgia Meloni, va soutenir Ursula von der Leyen pour sa réélection potentielle. C'est ça la réalité. Ils sont souverainistes devant l'opinion publique de leur pays, en Hongrie et en Pologne. Mais dans les faits, ils font la même politique que les autres. Et ils acceptent les mêmes règles. Donc, la vérité de cette affaire, c'est quoi? C'est on pourrait limiter la casse au niveau français, mais il faut mieux mettre cette politique en place au niveau européen. Et au niveau européen, il faut s'affranchir des règles juridiques post-45. Il faut un nouveau droit qui défende vraiment les Européens. Puisque le droit actuel est détourné par les mondialistes pour devenir des filières d'immigration, changeons de droit, appliquons des règles différentes. Et c'est comme ça qu'on pourra, effectivement, restaurer l'intégrité identitaire de l'Europe telle qu'elle était initialement et telle que nous voudrions qu'elle soit à nouveau. Deuxième question, on va parler des élections européennes et de ces enjeux politiques. Pouvez-vous nous faire une analyse de la carte politique européenne? Alors, il est important de parler, en ce début d'année, d'une échéance électorale très importante pour l'Europe, ce sont les élections européennes 2024. Je ne vous cache pas que notre existence médiatique est beaucoup trop limitée pour que nous puissions être présents à ce rendez-vous. Vous me direz, chaque fois, il nous fait le coup. Oui, mais tant que l'émergence médiatique n'est pas là, ça ne sert à rien. Si sinon, c'est pour faire 4000 voix en faisant imprimer les bulletins par les gens. Ça n'a aucun intérêt. Donc, soit on est crédible, soit on ne l'est pas. Pour le moment, électoralement, ça n'aurait pas de sens. Et donc, il faut encore repousser. Simple réalisme, et ça serait malhonnête de ma part d'annoncer ce qu'on ne peut pas tenir. Alors, les élections européennes, donc sans nous, mais avec qui? Donc déjà l'enjeu, pour bien comprendre les choses. Le Parlement européen, depuis le traité de Lisbonne, a un pouvoir de censure de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'en fait les députés peuvent dire oui ou non au candidat ou à la candidate à la présidence de la Commission que les gouvernements proposeront, et le Parlement européen peut dire oui ou non à tous les commissaires existants. Par exemple, Mme Goulard, en 2019, avait été proposée par le gouvernement français, les députés européens ont dit non, et Macron a dû proposer quelqu'un d'autre en personne de Thierry Breton. Donc on peut aujourd'hui au Parlement européen avoir un peu de pouvoir. Et c'est intéressant d'en user concrètement. Alors qui sont les grands partis, les coalitions de partis nationalités? Parce qu'il n'y a pas de parti européen. Juridiquement, la notion de parti européen n'existe pas. Ce sont des associations nationales qui se regroupent sous une bannière. Alors il y a la SDE, Alliance des sociodémocrates européens, c'est globalement la gauche, style Parti socialiste et Parti social-démocrate allemand. Vous avez le PPE, Parti populaire européen, ça c'est la droite, donc c'est la CDU allemande, ce sont les républicains et d'autres. Vous avez les gauches européennes, c'est l'extrême gauche tout simplement, comme la France insoumise. Vous avez les Verts européens, donc Die Grünen en Allemagne, les écologistes français, etc. Vous avez la coalition des conservateurs et réformistes de l'Europe, qui comprend Giorgia Meloni, les démocrates suédois, et Orban voudrait en faire partie, puisqu'aujourd'hui il est 100 groupes. Il y a aussi les Polonais, etc. Et Marion Maréchal et Éric Zemmour se positionnent comme rejoignant cette coalition. En termes clairs, s'il y a des députés
de Reconquête, ils iront dans le groupe parlementaire ECR. Il y a le groupe Identité et Démocratie autour du Rassemblement national de Bardella et Marine Le Pen, avec la Lega donc, italienne de Salvini. Et ensuite, il y a plein de partis qui vont plus ou moins s'associer en Europe. Donc ça, c'est macro. L'enjeu, il est où? L'enjeu, c'est 1. Faire tomber Ursula von der Leyen. 2. Éventuellement faire élire Manfred Weber, qui est du même parti qu'elle, c'est-à-dire un démocrate chrétien allemand, mais qui est prêt à une alliance avec les autres droites. En fait, l'idée, c'est que le Parti populaire européen s'associe au groupe ECR et au groupe ID pour être majoritaire, de manière à empêcher le Parlement européen d'être trop à gauche, de manière à imposer aux États de mettre des gens de droite à la Commission. Ce pouvoir, il existe. Donc s'il y avait une majorité de droite au Parlement européen, eh bien ça limiterait quand même les mauvaises initiatives de l'Union européenne, actuelle en tout cas. Donc ça, c'est en macro. Il y a un enjeu électoral réel, c'est pour ça qu'il faut aller voter. Ensuite, il faut voter intelligemment, évidemment. Il ne s'agit pas simplement de voter. Il faut voter pour les bonnes personnes, ou en tout cas pour les moins mauvaises. Alors maintenant, si on fait un tour de table pays par pays de la situation, en fixant notamment sur la droite nationale, qui est celle qui est attendue au tournant, et celle dont le pouvoir de Macron, par exemple, est très inquiet. Alors regardons un petit peu ce qui se passe donc, chez les différents pays des 27 de l'Union européenne. En Irlande, il n'y a pas d'enjeu pour l'instant, bien qu'il y ait eu effectivement des émeutes anti-immigration ces derniers temps. Il n'y a pas de parti politique aujourd'hui, une personnalité suffisamment connue et charismatique pour récupérer électoralement cela. Donc on verra ce qui se passera au niveau du vote irlandais, mais il n'y a pas grand-chose à en attendre. Au Portugal, désormais, il y a un parti qui s'appelle Chega, qui dit il y en a assez, dirigé par un certain Ventura, et qui fait partie de la coalition donc Identité et Démocratie avec le RN. Ce parti, dans les derniers sondages, est autour de 16%. C'est quand même considérable. Ensuite, il y a l'Espagne. Là, l'Espagne, l'enjeu, c'est le score de Vox. Donc Vox, c'est la droite nationale espagnole. Ils font partie de la coalition ECR. Donc eux, ils sont proches de Meloni. Là, ils sont entre 15 et 20%. Donc des pays comme l'Espagne et le Portugal, qui n'avaient plus de droite nationale depuis 30 ans, commencent à connaître une droite nationale à 2 chiffres. Dans le cas français, c'est quoi? Le RN est entre 28 et 30% des voix au premier tour. Il y en a qu'un de tour, évidemment, mais 30% maximum, mais c'est beaucoup. Reconquête, 8%. Ce qui veut dire, si vous faites du, entre guillemets, Marion Maréchal plus Jordan Bardella, on atteint déjà 38% de voix pour la droite nationale aux élections européennes. Si on rajoute les Dupont-Aignan et quelques autres, on est au-delà de 40%. Donc 30%, entre 28 et 30 pour le RN. Pendant ce temps-là, le parti de Macron est entre 18 et 20. C'est-à-dire qu'il se prendrait 10 points dans la vue. C'est énorme. 10 points. Pire encore, le parti de Macron, donc Renaissance, fait partie d'une coalition au Parlement européen, donc qui s'appelle Renaissance, avec tout le centre-droit et le centre-gauche. Il pourrait être battu par le groupe Identité et Démocratie en nombre de députés. Donc c'est vraiment un désaveu qui est en train de se préparer pour Macron. Il le sait, il le craint. Donc l'enjeu, il est là. En Belgique, rien à attendre de la Wallonie, qui vote socialiste, mais en revanche, le Vlaams Belang, donc le parti flamand, associé au Rassemblement national, va faire un gros score. Là aussi, peut-être plus de 20% des voix en Flandre, peut-être même 25%. On a vu aux élections néerlandaises que le PVV de Geert Wilders était autour maintenant de 25% des voix. Il est tout à fait possible qu'il fasse ce score aux élections européennes. Et là aussi, c'est un allié de Marine Le Pen et de Bardella. Au Danemark, il y a le Parti du peuple danois, mais qui est en baisse parce que la social-démocratie danoise prétend lutter contre l'immigration, même si en réalité c'est un leurre. Mais en tout cas, ça trompe encore les électeurs pour l'instant. Donc au Danemark, alors que la droite nationale a pu atteindre jusqu'à 25 à 30% des voix à certaines élections, là, ils vont avoir du mal à faire entrer plusieurs députés. Dans le cas suédois, en revanche, là aussi, c'est entre 20 et 25% des voix pour les démocrates suédois, qui pourraient être le premier parti du pays aux élections européennes. Donc là, c'est des alliés de Mélanie, mais en tout cas, c'est considérable. Pareil en Estonie avec le parti EKRE. Ensuite, dans le cas polonais, c'est plus compliqué, parce que les alliés donc, de l'ECR, c'est le PiS, donc le parti qui était au pouvoir avant le pouvoir de Kaczynski, mais qui quand même pèse au moins 30% des voix. Et il y a des partis de droite nationale, mais ceux-là ne sont pas liés avec le groupe Identité et Démocratie, parce qu'ils sont trop radicaux. La Confederatia, notamment, qui fait entre 7 et 10% des voix, est beaucoup trop radicale pour avoir des partenaires au niveau de l'Union européenne. Donc en interne, ils seront isolés, ils n'auront pas de groupe parlementaire. Dans le cas de la Hongrie, le parti Jobbik, ou Jobbik, qui était dit de droite,
s'effondre totalement parce qu'il s'est allié avec la gauche et aujourd'hui il va faire 3 à 4% maximum. C'est une punition. En revanche, il y a une scission qui s'appelle, alors je cite le nom qui est un peu compliqué, donc c'est une scission qui s'appelle Mi-Azank, qui veut dire notre patrie. C'est une scission du Jobbik qui va faire entre 7 et 9% des voix, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus que le parti dont ils sont partis. C'est dire si le Jobbik est en train de disparaître. Et on va dire honnêtement, tant mieux. Et ensuite, il y a le Fidesz d'Orban qui rejoindrait donc la coalition ECR. En Lettonie, en Lituanie, il n'y a pas de choses très intéressantes à regarder. Et la droite nationale n'existe quasiment plus. C'est très faible en tout cas. Ensuite, il y a évidemment des pays comme l'Allemagne. Et là, il y a l'AfD. Alors l'AfD, c'est un parti qui était très anti-européen au départ, anti-euro, et maintenant se positionner comme le Rassemblement national pour réformer l'Union européenne et non plus pour en sortir. Alors, le dernier sondage de décembre 2023 met l'AfD à 25% des voix. Et il y a un renfort supplémentaire qui peut arriver, c'est les 7 à 9% de voix promis à une femme qui s'appelle Sarah Wagenknecht, qui est une femme de gauche, qui était liée à Die Linke, donc la gauche radicale, mais qui est anti-immigration. Et elle est en train de tuer la gauche radicale en Allemagne. Donc ça, en plus, c'est un parti de gauche nationaliste. Donc ça renforce le rejet de la classe politique allemande. La CDU est autour de 30%, la démocratie chrétienne, donc en tête quand même, mais le Parti social-démocrate au pouvoir est à 10% dans les sondages. Les libéraux sont à 3%, les alliés de Macron, 3% en Allemagne. Les Verts sont autour de 10%, enfin c'est une punition. Donc le gouvernement sortant va se faire massacrer. Et on va dire tant mieux. En Autriche, le Parti des Libertés, le FPE autrichien, est annoncé à plus de 30% des voix aux élections européennes. En Slovénie, pas grand-chose à attendre. Il y a le Parti national slovène, mais ça m'étonnerait qu'il arrive à avoir des élus. En Slovaquie, il y a le Parti national slovaque, qui s'appelle pareil, SNS. Il peut avoir des élus. En Tchéquie, il y a un parti qui s'appelle SPD, mais qui n'a rien à voir avec la gauche. Ce parti, qui est dirigé par un moitié tchèque, moitié japonais, ça ne s'invente pas, est un parti de droite nationale, et il pèse autour de 15% des voix environ, entre 10 et 15. Et il y a un autre allié du groupe Identité et Démocratie aussi, qui pourrait faire quelques voix. Donc on voit qu'il y a un renforcement dans presque tous les pays. En Grèce, c'est compliqué. Donc en Grèce, il y a un allié du groupe RN, donc Identité et Démocratie, qui s'appelle la Solution donc nationale, la FNI. Alors je vais vous dire le nom précis parce que je crois que c'est Ethniki Lissi, hein, en grec. Je vérifie dans mes notes quand même. Voilà. Vous avez ensuite d'autres partis de droite nationale qui vont avoir des élus. Un parti qui s'appelle Niki, donc Niké, la victoire. Hein. Les Spartiates, avec un beau casque spartiate. Et un parti de gauche nationaliste qui s'appelle la Navigation en Liberté, ça ne monte pas. Le Plefsi Eleftherias. Voilà. Et alors l'allié du RN officiel, c'est Nea Vexia, la nouvelle droite, qui ne fera sans doute même pas de liste. Donc le groupe Identité et Démocratie n'aura pas d'allié grec. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ? En Roumanie, il y a des choses intéressantes, c'est l'Alliance pour l'Union des Roumains, AUR. C'est un parti qui a entre 22 et 25% des voix. Donc là aussi, en Roumanie, un parti de droite nationale pourrait sortir en tête. Alors qu'en Bulgarie, tout ce qui était droite nationaliste s'est totalement effondré. Donc en Bulgarie, il n'y aura quasiment pas d'élus. Mais en Roumanie, c'est important. Alors ce AUR n'est affilié aujourd'hui à aucun parti. Parce qu'il n'avait pas de députés européens jusqu'à présent, il va en avoir beaucoup. Donc ils vont s'associer à qui ? Soit au groupe ECR, donc les conservateurs réformistes, soit à Identité et Démocratie. Mais ils sont compatibles avec des groupes existants. Parce que les partis les plus radicaux, que ce soit en Hongrie, en Grèce ou en Pologne, n'auront pas d'alliés. Parce que le Rassemblement national et les autres partis ne voudront pas s'associer à des partis sulfureux. Et justement, ces partis un peu plus radicaux, pourquoi ils ne s'allieraient pas entre eux ? Alors, notamment, ils peuvent essayer, mais il faudrait qu'ils aient des élus dans 7 pays. Le problème, c'est que quand vous avez un parti, je dis n'importe quoi, qui a une ligne antisémite, bah, seuls les partis antisémites vont s'allier avec lui. Et personne ne voudra s'allier avec eux. Et en plus, entre eux, ils vont se disputer. Essayer de faire cohabiter, je ne sais pas, des nationalistes serbes et des nationalistes croates, par exemple. Ça ne serait pas facile. Alors la Croatie, il n'y a pas de problème, il n'y aura quasiment aucun représentant nationaliste en Croatie. Hein. Aux élections européennes, là, ils vont... En fait, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que les partis de pays qui s'en sortent pas si mal, bah, ne font pas de bons scores. En Slovénie, il n'y a pas d'immigration. En Croatie, il n'y a pas d'immigration. Pourquoi voulez-vous que les gens votent pour la droite nationale ? Aucune raison. Donc, c'est dans les pays où ça se passe mal, où ça commence à se dégrader, ou par anticipation d'une situation qui s'aggrave. Évidemment, il y a des divisions en plus entre ces partis. La question de la gestion de la Russie.
le Rassemblement national est très attaqué parce qu'on l'accuse d'être trop pro-russe. C'est pour ça que Bardella a mis de l'eau dans son vin et qu'il a beaucoup plus nuancé les propos sur Poutine. Vous voyez, parce qu'il y a des différences. Il y a des libéraux et il y en a qui sont plus sociaux. Ces partis s'associent pour des raisons budgétaires, financières. Le fait de faire un groupe, ça donne des moyens, ça donne un temps de parole au Parlement européen, etc. Donc il y a aussi tout ça. Hein. C'est des alliances qui ne sont pas forcément totalement idéologiques. Donc il y a des gens qui sont compatibles, mais par exemple, c'est difficile d'avoir 2 partis italiens dans le même groupe. C'est possible techniquement. On pourrait imaginer que Fratelli d'Italia et la Lega sont dans le même groupe. Sauf que c'est compliqué, ce qui fait qu'ils sont dans 2 groupes séparés. Et dans le cas de Reconquête de Zemmour, là, ils essaient de se mettre avec le CR, mais il n'est pas du tout certain que ça marche. Ça va dépendre de Orban et de beaucoup d'autres gens. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est que tu t'allies avec des gens, mais tu n'es pas forcément d'accord. Aujourd'hui, Giorgia Meloni est en train de renier une bonne partie de son programme anti-immigration. Si Reconquête s'associe à elle, on peut l'accuser d'être incohérent, en disant, vous dites que le RN trahit sur l'immigration, mais vous alliez à Meloni qui trahit sur l'immigration. Vous voyez, les choses sont compliquées. Donc voilà à peu près le tour de table qu'on peut faire. À Chypre, il n'y a pas grand-chose à attendre non plus. Dans d'autres pays, en Finlande, il y aura un gros score des vrais Finlandais. Le Pérou Somalai 7. Eux, ils sont à ECR. Ils étaient avec le RN avant. Ils ont quitté le groupe à cause de la position de Marine Le Pen sur la Russie pour rejoindre donc Orban & Co. Alors, Orban, quand celui-ci sera membre de l'ECR, ce qui n'est pas encore le cas. Donc voilà, encore un autre pays où il y aura un score important. Les vrais Finlandais, c'est 20% des voix, à peu près. Donc ça veut dire que concrètement, demain, le groupe Identité et Démocratie sera devant le groupe Renaissance de Macron. Et si on rajoute le CR, il est possible qu'ils aient quasiment 160 ou voire 200 députés. Il y a combien de députés? Il y a 750 et quelques députés, mais une forte minorité, ça pèse. S'ils sont 250 élus, si on rajoute la droite classique Parti populaire européen, ça peut faire basculer le Parlement européen quand même. C'est intéressant d'un point de vue stratégique. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. On analysera les résultats en juin, parce qu'en plus tout le monde vote en même temps. Ça, c'est l'avantage. Donc là, on aura 27 élections en même temps, avec 27 résultats, avec des partis qui vont avoir des progressions ou des baisses, etc. Il y aura lieu de faire une belle émission d'analyse. Voilà ce que vous pouvez dire sur un petit tour de table rapide de la situation en Europe, 6 mois avant ces élections, en phase finale. Maintenant, on va parler du deuxième mensonge souverainiste de la soirée. Le plan Kalergi n'existe pas. Expliquez-nous. Alors, qu'est-ce que le plan Kalergi? C'est une sorte de, en anglais on dirait un hoax, un bobard, un canular que les souverainistes et nationalistes répandent depuis des années. Alors, au départ, ça part de quoi? Ça part d'un bonhomme qui s'appelle Richard Koudanov-Kalergi. C'est le fondateur d'un groupe qui s'appelle Pan-Europe, qui a été fondé dans les années 20. Alors, Richard Koudanov-Kalergi, il ne plaisait pas à tout le monde. Ainsi, le dictateur allemand bien connu le traitait de bâtard du monde entier, car il a des origines tchèques et japonaises. Et en conséquence, évidemment, il n'était pas 100% européen. Dans un texte de Genèse de 1926 qui s'appelle Idéalisme pratique, Praktischer Idealismus, il écrit un passage où il dit que l'homme du lointain avenir sera métis et ressemblera aux anciens Égyptiens. Il parle de lointain avenir, donc on est dans la science-fiction. Il ne dit pas que c'est un projet politique, il ne dit pas « je veux ça », il dit qu'à terme, il y aura une unification planétaire. Dans Star Trek, dans tous les trucs de science-fiction, souvent c'est le cas. Donc ce n'est pas un scoop. Il dit voilà, dans un lointain avenir, dans quelques milliers d'années, l'humanité sera indistincte. Qu'il ait raison ou tort, ce n'est pas la question. C'est une analyse, une projection. Bon. Ce n'est pas un projet politique. Donc est-ce qu'il y a un plan Kalergi, c'est-à-dire que Richard Koudanov-Kalergi œuvrait pour un grand mélange, un grand métissage planétaire? Et la réponse est non, pas du tout. Il n'existe pas de plan Kalergi. Ce n'est pas parce qu'il y a une immigration extra-européenne qui arrive depuis maintenant les années 70 en Europe et aux États-Unis que d'abord il y a un complot derrière, que c'est un projet stratégiquement pensé, et c'est encore moins Koudanov-Kalergi. Koudanov-Kalergi, il a proposé la direction de Pan-Europe à plusieurs personnages célèbres de l'histoire du XXe siècle. Bien sûr pas à Hitler, puisqu'Hitler était totalement opposé à Pan-Europe. Mais il l'a proposé à Mussolini. Mussolini aurait pu être président de Pan-Europe. Quand on propose à Mussolini quelque chose, c'est pas qu'on est de gauche ou d'extrême gauche, ou qu'on est favorable au grand mélange. Il a proposé au général de Gaulle, la fameuse référence des souverainistes, eh bien, c'est lui proposer la présidence de Pan-Europe. C'est intéressant de voir ça. Donc vous voyez que Richard Koudanov-Kalergi, à aucun moment n'a été promoteur d'immigration. De toute façon, il était mort avant que la question se pose.
Et il n'y a pas de projet de cette nature. D'ailleurs, que reproche Koudonov-Kalergi aux nazis? Il les accuse de diviser la race blanche. C'est ce que dit Koudonov-Kalergi. On est loin d'un propos gauchiste ou bêtisseur. Donc c'est un bobard. C'est du conspirationnisme à la Philippot ou à la Asselineau, c'est-à-dire de faire croire qu'il y a un projet de destruction des peuples européens par le mélange et que ce projet viendrait des pro-européens. Si on a un vrai pro-européen, ça veut qu'on pense que les Européens sont de même souche, sont profondément apparentés entre eux, et donc on est nécessairement identitaire. Un véritable européiste ne peut qu'être identitaire. Et il faut que les identitaires comprennent qu'ils ne peuvent l'être que s'ils deviennent européistes. C'est l'un et l'autre associés. On veut une Europe unie parce que les Européens sont de même souche, et parce que les Européens sont de même souche, on veut restaurer notre identité. Alors, le mémorial... 1, 2, 3. Le mémorial de Katyn en danger, pourquoi une partie de la droite nationale soutient-elle encore Poutine? Alors, le vrai problème, c'est, d'abord, il faut analyser le phénomène du poutinisme. D'abord, il n'y a pas un Poutine. C'est un seul individu, mais c'est quelqu'un qui est au pouvoir depuis plus de 25 ans. Donc, il a évolué. L'homme de 47 ans qui arrive à la tête de la Russie en 1999 n'est pas l'homme de 71 ans qu'il a aujourd'hui. Donc, il a changé, il a évolué. En 2001, il pense encore pouvoir proposer la Russie à l'OTAN. Aujourd'hui, il déclare la guerre permanente à l'OTAN. Il met en garde les Russes contre la Chine. Et aujourd'hui, c'est l'allié, voire même le vassal de la Chine. Et il y a donc une dérive néo-soviétique du poutinisme. Pourquoi? À partir du moment où la Russie se définit contre l'Occident, contre les États-Unis, contre le reste de l'Europe, de manière générale, qui n'a comme allié que les pires régimes de la planète, Corée du Nord, Iran, etc., et la Chine, eh bien, ça le ramène aux conneries soviétiques. D'où le discours antifasciste pro-africain qui peut tenir, alors même qu'il y a des unités néo-nazies dans l'armée russe, mais il accuse les Ukrainiens d'être les seuls nazis. Voilà, ça c'est extraordinaire. Il y en a des deux côtés, mais pour Poutine, si on est pro-russe, c'est pas grave, on ne l'est pas. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Et donc il y a des portraits de Staline, des bustes de Staline qui poussent comme des champignons, même des portraits de Dzerzhinsky, l'un des inventeurs de la police politique qui a été responsable de la mort de millions de Russes. Et Katyn, c'est un massacre reconnu par les Russes comme d'époque soviétique. Les Soviétiques avaient accusé l'Allemagne d'être responsable du massacre de milliers d'officiers polonais. Il a été prouvé que c'était bien les Soviétiques qui en étaient responsables. Helsinki l'avait reconnu. Il y a un mémorial aux victimes qui ont été faits. Et Poutine envisage de faire supprimer ce mémorial, de nier les crimes soviétiques à l'égard des Polonais. De la même façon que l'organisation mémoriale qui dénonçait les crimes soviétiques a été dissoute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un négationnisme de type communiste ou néo-communiste qui est pratiqué en Russie. Or, je rappelle que les premières victimes du bolchevisme, ce sont les Russes. C'est le sang de millions de Russes morts à cause de cette idéologie délétère qui est niée. Ce n'est pas seulement les Ukrainiens, les Polonais et les autres, c'est d'abord un régime criminel contre le peuple russe. Et ça n'a rien à voir avec le régime hitlérien. Les Allemands ont voulu le fascisme allemand, ils ont voté pour. Ils ont eu tort, mais ils ont fait le choix. Les Russes n'ont jamais choisi le bolchevisme. Le bolchevisme est venu par un coup d'État en octobre 1917. C'est un coup d'État. C'est une dictature qui a mené à une guerre civile. Il y a un régime totalitaire qui a tué sa propre population. Combien de Russes, en dehors des Ukrainiens et des peuples du Caucase, sont morts dans le goulag? Solzhenitsyn n'était pas ukrainien. Sakharov n'était pas tchétchène. Et le pire pour Solzhenitsyn, c'est qu'il était soldat dans l'armée rouge. C'est-à-dire qu'ils ont même envoyé au goulag leurs propres hommes qui se battaient justement pour leur bannière. Et Solzhenitsyn a été condamné par le régime soviétique sous l'accusation de collaboration avec l'Allemagne. En fait, quand on traite les Ukrainiens de nazis, c'est la même logique. En Russie soviétique, pour envoyer en goulag des soldats, il fallait les accuser d'être des Vlasovtsi. C'est quoi un Vlasoviets? C'est un partisan du général soviétique russe Vlasov, qui lui a choisi de créer l'armée russe de libération aux côtés des Allemands. Et donc c'était l'accusation extraordinaire. Pour tout soldat russe qu'on voulait envoyer au goulag parce qu'il était dissident, on l'accusait d'être un collabo des Allemands. Le peuple tchétchène a été déporté en Asie centrale intégralement, le peuple ingouche aussi, par Staline, parce qu'ils sont accusés de collaboration avec les Allemands. Collaboration imaginaire. La théorie de Solzhenitsyn, c'est qu'il a été envoyé au goulag parce que justement il était allé un petit peu trop loin à l'ouest et qu'il a pu voir comment ça se passait à l'ouest. Donc il a été contaminé idéologiquement. Exactement, et c'est pour sa raison, selon lui, qu'il aurait été envoyé au goulag. Donc le problème d'aujourd'hui, c'est que Poutine n'est pas communiste.
Il n'est même pas néo-soviétique. Ce que Poutine veut, c'est mourir au pouvoir. Parce qu'il ne peut pas quitter le pouvoir sans se faire tuer, globalement. Dans sa logique, en tout cas, d'ex-KGB, c'est ça. On sait que Poutine est extrêmement riche. Cette richesse, il ne l'a pas gagnée en tant que président de la Russie. Il l'a gagnée au détriment du peuple russe. Eltsine était corrompu. Il n'y a pas de raison de penser que Poutine ne l'est pas. C'est d'ailleurs parce que Navalny a accusé Poutine d'être corrompu qu'il a été envoyé en prison. Sous des prétextes d'extrémisme politique, évidemment. C'est-à-dire l'extrémisme politique, c'est que Navalny est contre l'immigration non blanche en Russie. Et donc, à cause de ça, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui détenu dans les prisons russes les plus dures. Mais la réalité, c'est qu'il a accusé Poutine d'être un voleur, d'être corrompu. Et il a demandé à l'oligarchie russe de rendre l'argent. Et ça passe pas. Tu as le droit à tout, sauf de vouloir demander à Poutine des comptes. Et surtout de restituer, lui et toute sa clique, l'argent. Regardez les gens qui sont en place. Lavrov, ça fait 25 ans qu'il est là, ministre de l'Intérieur. 25 ans 25 ans qu'il y a les mêmes gueules à la tête de la Russie. 25 ans qu'il y a les mêmes qui s'enrichissent indûment. Et des incapables, à l'image de Shoigu, qui est un véritable incapable en tant que ministre de la Défense. Totalement incapable. C'est pour ça que Prigojine s'est mis en colère. Il a payé de sa vie. Mais Prigojine, on en pense ce que l'on veut, il a dit la vérité. Il a dit quoi? Il a dit qu'il n'y avait pas d'attaque ukrainienne prévue contre le Donbass, qu'il n'y avait pas de projet de l'OTAN d'attaquer, qu'il n'y avait même pas de projet de l'OTAN de faire adhérer l'Ukraine, que donc les justifications pour cette guerre sont des mensonges. Il l'a dit, Prigojine, il a dit, nous on se bat, on voit la réalité, et il a accusé le haut commandement militaire russe d'être des incapables, ce qu'ils sont. C'est normal parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils sont compétents. Shoigu n'a même pas été vraiment militaire dans sa vie. C'est juste parce que ce sont des corrompus, qui font partie de la même clique. Les oligarques de l'époque Eltsine ont été en grande partie débarqués, d'autres les ont remplacés. En fait, c'est juste un changement de compte. Avant, c'était Berezovski, Rodorkovski et Goussinski qui s'en foutaient plein les poches. Aujourd'hui, c'est la clique Poutine. Voilà, c'est pas la même mafia, c'est pas le même gang. Ça change de gang. Mais le peuple russe est quand même volé dans les deux cas. Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler des usages et des mésusages du mot arien, s'il vous plaît? Alors ça, c'est un sujet très délicat que j'ai choisi d'aborder avec vous, parce que je veux mettre les points sur les i, les barres sur les t. Concrètement, pourquoi est-ce que le mot arien, qui était parfaitement acceptable au XIXe siècle et à une partie du XXe siècle, est devenu un mot tabou, quasiment interdit? Et ce qui est plus grave, c'est que des savants sérieux expliquent de manière pseudo-scientifique pourquoi ce terme ne doit pas être utilisé. Si ce terme est inapproprié, il n'y a pas de question. En mauvais terme, on ne l'utilise plus. Mais si c'est le bon terme et c'est juste qu'il est mal vu, parce que des imbéciles l'ont utilisé dans un sens faux, c'est un problème. Alors pour vous expliquer comment ça fonctionne, la linguistique, je vais vous dire comment il faut voir les choses. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, des savants européens, des linguistes et des grammairiens, ont étudié les langues de l'Iran et de l'Inde. Le vieux perse et le sanskrit, par exemple. Et dans ces langues, ils ont trouvé un mot mystérieux qui en sanskrit est Arya, qui veut dire noble, et Aïria en vieux perse, de sens similaire. C'est un terme qui désigne les peuples de l'Inde et de l'Iran, les Arios. Donc ça a donné le mot les Ariens. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que, et ça s'est prouvé, que les Iraniens et les Indiens s'auto-appelaient, ce qu'on appelle un auto-ethnonyme, le nom qu'on se donne à soi-même, les Ariens. Faut-il que ce terme corresponde uniquement aux Indo-Iraniens, ou est-il valable pour l'ensemble de ce qu'on appelle les Indo-Européens? Et c'est là la question que les linguistes au XIXe siècle se posent. Or, ils constatent qu'il y a des termes qui, en Irlande, en Scandinavie ou ailleurs, ressemblent à ces mots de l'Inde et de l'Iran. Et ça va même plus loin. Il y a une divinité, en Inde et en Iran, qui patronne les valeurs des dits Aryens. C'est la divinité Aryaman en Inde, Ayryaman en vieux perse, c'est devenu Herman en farsi. Eh bien, il y a Erémon chez les Celtes, notamment en Irlande, il y a Irmin ou Yormun chez les Germano-Scandinaves. Donc ce dieu, Aryaman, a des équivalents identiques chez les Européens. C'est donc la preuve que s'il y a un dieu Aryaman, il y a un dieu Arya. Et donc c'est bien l'idée que le terme de Arios, qui veut dire plus ou moins les nobles, comme ça, est bien l'auto-étonyme non seulement des Indo-Iraniens, mais de l'ensemble des Indo-Européens, donc de l'essentiel des Européens. C'est ce que pensaient les penseurs du XIXe siècle, les plus connus, toutes tendances confondues. Un savant français d'origine israélite comme Salomon Reinach utilise totalement le terme, ça ne pose aucun problème. Après, il y a l'idée de positionner géographiquement le foyer de ce peuple. D'où venait-il?
Aujourd'hui, la mode est de dire qu'ils venaient d'Ukraine. Au début du XXe siècle, notamment chez les savants allemands, il y a l'idée qu'ils viennent du nord de l'Allemagne. Et donc dans le raisonnement fasciste allemand, il y a l'idée que les seuls Aryens authentiques seraient les Nordiques, et que les autres seraient métissés. En termes clairs, les Slaves auraient été métissés avec des populations asiatiques, et les peuples latins métissés avec des populations arabes et noires dans l'Empire romain. C'est ça leur raisonnement. Donc, ils ont transformé le terme de Aryen, qui voulait dire simplement indo-européen, en nordique ou germain. C'est absolument impropre et faux. Les Celtes, les Latins, les Grecs, les Albanais, les Slaves, les Baltes sont tout aussi aryens que les Germains. Les blonds aux yeux bleus ne sont pas plus aryens que les bruns d'Europe du Sud. Car c'est une notion linguistique, culturelle. Si on prend l'exemple des Finlandais ne sont pas de langue indo-européenne, c'est pourtant parmi eux qu'il y a le plus de blonds. Or, ils sont finno-ougriens. Vous voyez que ça ne tient pas. Donc cette thèse nationaliste allemande, réutilisée par les nazis, n'a aucune validité scientifique. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Donc faut-il réduire ce terme à un mésusage réalisé par le régime hitlérien? D'ailleurs, quand vous regardez dans les dictionnaires d'aujourd'hui, c'est intéressant de regarder les dictionnaires, moi j'aime beaucoup de dictionnaires, vous le savez, j'en ai déjà souvent parlé. Si vous prenez par exemple le Collins ici, English Dictionary. Donc là, on est sur une édition 100% en anglais. En anglais, le terme à choisir, c'est Aryan. A-R-Y-A-N. Donc on va regarder ce que dit le dictionnaire en question. C'est un dictionnaire relativement récent, et vous verrez que c'est intéressant de voir comment est la définition. Donc je vais chercher ce mot, je le trouve, Aryan. Alors le sujet, sens numéro 1, in Nazi ideology. Donc dans l'idéologie nazie, is a non-Jewish person of a Nordic type. Donc ça c'est le mésusage. Le mésusage, ça serait de dire qu'un aryen serait une personne donc, qui ne serait pas juive et qui serait de type nordique. Vous voyez que c'est une définition complètement débile. On mélange la religion et un type ethnique qui n'est même pas spécifique aux Indo-Européens. Mais le sens 2 est plus correct. 2, a person supposedly descended from the Indo-Europeans. Et là, c'est la bonne définition. Une personne qui est supposée descendre des Indo-Européens. Donc ça veut dire Indo-Européen au sens strict. Si vous avez un dictionnaire d'hindi, donc la langue majoritaire de l'Inde, qui est une langue indo-européenne, y compris dans l'édition Collins et autres, c'est marqué Indo-Européen directement au même mot. Arya en hindi, traduction indo-européen. Directement. Même chose dans le dictionnaire farsi. Arya, indo-européen. Donc pour les Indiens et les Iraniens d'aujourd'hui, le mot arien désigne bien l'ensemble des Indo-Européens, y compris eux-mêmes, et pas les Nordiques. Donc autre dictionnaire, en anglais, de Merriam-Webster Dictionary. Là aussi relativement récent. Même terme évidemment à choisir. Vous pouvez voir comment c'est défini. Donc, je recherche Aryan, je vais regarder. Voilà. Alors, dans beaucoup de dictionnaires, le mot n'existe pas. Dans la plupart des dictionnaires de base que vous achetez dans les langues étrangères, à part des dictionnaires un peu élaborés, le mot, vous ne le trouverez pas. Ou vous le trouverez fou. Je peux prendre un exemple d'une erreur, par exemple. Donc là, Aryan, alors là, c'est mieux. Dans le Webster, sens 1. Indo-European. Je vais vous montrer la page. Donc le sens 1, Indo-European. Sens 2, nordique. Donc là, ils ont bien respecté le truc. Aryan en anglais, ça veut dire indo-européen. Point. Et dans le sens 2, dérivé à cause des nazis, nordique. Mais le dictionnaire respecte l'ordre. Vous voyez, c'est récent. C'est un dictionnaire qui, je vais vous dire une date là, mais c'est la nouvelle édition du Webster. Elle est sortie en 2022. Donc Aryan, traduction indo-européenne. Alors maintenant, si on sort du monde anglophone, et qu'on prend un dictionnaire islandais. Alors j'ai réussi à le trouver de manière héroïque, car trouver un dictionnaire islandais costaud, je veux dire, en France, autant s'accrocher à un arbre. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'est pas récent. Alors c'est un dictionnaire islandais anglais. Bah oui, parce que vous trouvez un dictionnaire islandais, français, islandais, avec les mots utiles, en plus, il faut s'accrocher aux arbres. Donc là, vous avez le mot Ari en islandais. Ari, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, par contre, il y a une erreur dans la traduction en anglais. C'est écrit Aryan, A-R-I-A-N. Alors que c'est Y. Alors ça, c'est déjà une confusion qu'on trouve souvent. Il y a deux mots qui se ressemblent, c'est arien avec un Y et arien avec un I. Les ariens avec un I, ce sont les sectateurs d'Arius. Arius, c'est un prêtre chrétien qui a converti notamment les peuples germaniques au christianisme. C'est un courant du christianisme qui était fort au 5e siècle ou 6e siècle de notre ère et qui a complètement disparu depuis. Bon, donc les Ariens avec un I, c'est un courant du christianisme. Avec un Y, ça veut dire indo-européen. Dans ce dictionnaire islandais, au mot arien, Ari
en islandais, ils écrivent Eren avec un I. Pareil dans le dictionnaire géorgien d'autres langues, il y a une confusion, il y a une erreur. Donc je suis obligé de vérifier derrière que c'est bien le bon terme pour être sûr que ce n'est pas moi qui ai tort. Donc dans tous les dictionnaires de langue européenne ou presque, quand on cherche bien, les bonnes définitions en anglais ou autres sont là. Dans les dictionnaires français, c'est toujours mauvais. Je ne sais pas comment ça se fait, mais dans tous les dictionnaires français, Larousse et autres, quand vous cherchez ce mot, c'est toujours con. Bon. Donc voilà, alors pourquoi mes usages? Mes usages, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, le terme de arien signifie strictement indo-européen. Les arguments des linguistes contemporains pour nous dire qu'il ne faut pas utiliser ce terme-là parce que rien ne prouve que c'est le terme utilisé par les proto-indo-européens d'origine, ça ne tient plus du fait de cette parenté que j'ai évoquée autour du dieu Ahriaman et Raymond Irmin. À partir du moment où on le trouve des deux côtés, c'est la preuve que c'est bien un terme proto-indo-européen et pas uniquement réservé aux indo-iraniens. Donc, il n'y a pas de raison d'utiliser un terme impropre, mais il n'y a pas de raison de tabouiser un terme parce que des imbéciles l'ont utilisé à tort et à travers. Donc, le problème est toujours le même. C'est-à-dire, faut-il réduire un mot ou certains symboles à un mésusage qui a été le cas pendant 12 ans, on va dire 1933-1945, ou pas? Est-ce qu'il faut simplement pas passer à autre chose? Est-ce qu'il faut, par exemple, commémorer 80 ans après le débarquement du 6 juin 1944? Est-ce que ça a du sens 80 ans après, alors que les acteurs qui ont fait ce débarquement sont morts depuis longtemps? Est-ce que ça a du sens de le faire? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à essayer de voir l'avenir de l'Europe plutôt que toujours dans le rétroviseur? Le président Valéry Giscard d'Estaing avait supprimé les cérémonies du 8 mai pendant sa présidence. Est-ce que ce n'était pas plus intelligent? C'est toujours la même chose. On ne va pas détruire l'Europe parce qu'il y a eu 12 ans où des régimes qui n'ont jamais représenté l'ensemble des Européens ont fait n'importe quoi, ont commis des crimes et autres. On ne va pas résumer l'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Europe, c'est 30 000 ans d'histoire. On ne va pas résumer 30 000 ans d'histoire à 12 ans. Il est peut-être à un moment donné temps d'envisager de passer à autre chose. Pouvez-vous nous parler de l'obsession africaine de Marine Le Pen? Alors là, c'est un sujet classique, je l'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises, parfois dans des termes un peu trop crus, mais concrètement, Marine Le Pen est visiblement obsédée par les questions africaines. Alors, elle a remis encore le couvert récemment en félicitant un obscur président de la République démocratique du Congo, qui n'est même pas une ancienne colonie française, c'est une ancienne colonie belge, donc elle l'a félicité pour son élection. Qui en a quelque chose à foutre? Que le Quai d'Orsay, qui pratique la France-Afrique, s'intéresse à ces sujets-là. Les fans de francophonie s'y intéressent. Il y a très peu de gens en réalité, ça va faire. Mais est-ce que c'est le rôle d'un chef de parti politique français de s'intéresser à ça? D'ailleurs, elle s'est fait accueillir, puisqu'entre guillemets, beaucoup de commentaires africains étaient très négatifs. Du style de quoi se mêle-t-elle, ou elle soutient un dictateur, etc. Donc ça ne lui a pas servi du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait peut-être arrêter de se mêler des problèmes de l'Afrique. Surtout quand on prétend lutter contre l'immigration, alors que l'immigration vient surtout d'Afrique. Mais pour Marine Le Pen, Mayotte, à 99% bantou et musulmane, c'est la France. Donc à partir de là, tout est possible. Ce que je dis que Marine Le Pen vaut pour Macron et tous les autres, soyons très clairs. Mais voilà, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas, au contraire, arrêter de s'occuper de l'Afrique? Or, Marine Le Pen avait réussi quand même pour la campagne présidentielle antérieure, lorsqu'elle avait vu Vladimir Poutine avant cette guerre russo-ukrainienne, lorsqu'il était encore fréquentable, entre guillemets, elle avait réussi à lui parler des problèmes de l'Afrique. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen fait ça? Est-ce que c'est simplement parce qu'elle aime l'Afrique, parce qu'elle a des nostalgies coloniales héritées de son père, ou simplement parce qu'elle veut apparaître comme la plus antiraciste possible? Peut-être qu'elle s'imagine qu'en flattant en permanence des chefs d'État africains, elle pourra démontrer à quel point elle n'est pas raciste. Le problème, c'est que les électeurs qui votent pour Marine Le Pen, ils s'en foutent qu'elle ne soit pas raciste. Ils veulent qu'elle inverse les flux migratoires, c'est-à-dire qu'elle fasse partir beaucoup de gens, notamment d'Afrique. Donc vous voyez le problème. Vous avez quelqu'un qui finalement n'arrête pas de parler de l'Afrique de manière favorable, tout en prétendant dénoncer l'immigration africaine. Mais est-ce que d'ailleurs elle dénonce l'immigration africaine au sens strict? Non, elle dénonce l'immigration en général. Elle reste dans le flou. Comme je l'ai dit, l'immigration, ça ne veut rien dire comme terme. Oui, parce que ça pourrait être une immigration américaine, australienne, africaine, asiatique, c'est extrêmement flou. Donc le problème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons que l'Europe demeure identique à ce qu'elle a toujours été? Ou est-ce que nous sommes prêts à admettre qu'elle change de nature? Et si elle change de nature, elle changera de culture. La vraie question est là. Et vous avez tous, bien sûr, ici la réponse. Alors, chers amis, pour conclure, il serait bon de remercier d'abord les camarades qui font l'effort d'être présents
lors de ce genre d'événement, d'essayer de me remercier un peu, de faire du travail pour vous quand même, parce que je bosse pour vous, hein, évidemment. Je bosse pour les Européens, mais les Européens francophones dans le cas présent. Et ça serait quand même bien que vous puissiez relayer les contenus qu'on vous propose. Donc ce serait bien de vous abonner à la chaîne du Parti des Européens. Il y avait une chaîne Thomas Ferrier jadis, donc elle avait beaucoup plus de membres. Ça serait bien qu'on retrouve autant de membres qu'avant et qu'on en gagne beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Nous allons essayer de vous donner du contenu plus régulier. Ensuite, il est intéressant de mettre en avant ces vidéos sur Telegram, sur X/Twitter, donc de poster et reposter ces émissions, et sur les différents contenus que vous connaissez. Voilà. Moi, je n'utilise pas Facebook, je n'aime pas ça, mais vous avez le droit d'utiliser pour nous valoriser aussi. Donc, postez, repostez, commentez, et, bien entendu, suivez la chaîne, ça nous fera du bien. Dernier point là-dessus, de toute façon, vous n'avez aucune excuse. Vous avez le seul discours européiste identitaire assumé, et qui n'essaie pas de flatter les souverainistes ringards. Donc ça mérite votre soutien. Et je vous rappelle quand même que vous repostez ou suivez n'importe qui. Vous suivez bien les discours soporifiques de Rougeron. Je sais bien que c'est pour vous aider à dormir la nuit, pour calmer madame quand on en a marre. Vous lui mettez du Rougeron, elle va se coucher. Mais quand même, vous écoutez bien les âneries des sorties d'EHPAD de l'Esquin. Bon, vous écoutez bien toutes ces débilités. Bon, donc si vous écoutez des débilités, vous pouvez faire un peu, de temps en temps, l'effort d'écouter des choses un peu plus intelligentes. C'est vous faire monter en compétence, comme le dirait Lannes Robin. Voilà, donc, concrètement, bougez-vous les fesses et valorisez le contenu qu'on vous propose.